Bonsoir à tous et toutes. Aujourd'hui, je vais vous lire le dernier PDF de Lulumineuse qui s'appelle « Les héritiers de la lumière ». Voici ces mots d'introduction. À tous mes frères et mes sœurs sur terre, à tous les êtres de cette grande ère dont les portes s'ouvrent à nous, d'ici et d'ailleurs, que ce partage vous libère et honore la lumière au centre de votre être. Il deviendra sûrement un livre, je ne sais si le temps nous le permettra, mais aujourd'hui, je devais vous livrer cela. En tant qu'ami, je vous préviens que ce document pourra déclencher, raviver de nombreux souvenirs, vos mémoires, mais également vous donner un écho de vos ressentis naturels, capacités et prédispositions, notamment au travers de la roue des 12 archétypes dont vous ressentirez sûrement le lien naturel déjà inscrit en vous. Vous aurez sûrement des souvenirs et des réponses quant au lien que vous ressentez avec certains édifices, périodes, endroits de la Terre. Ce document est complet et il est là pour ouvrir les portes de ce qui se trouve déjà en vous. Que cette lecture vous aide sur votre chemin. Donnez et tout vous sera rendu. Ouvrez et entrez. Voici l'introduction de Lulumineuse. Bien sûr, si vous voulez lire le livre, vous pouvez le trouver facilement sur son site internet. Vous pouvez le retrouver soit en PDF, soit en lien cliquable à lire directement sur smartphone. Et vous pouvez accéder directement à la table des matières et cliquer peut-être sur le chapitre qui vous correspond ou qui vous appelle, ou alors lire le livre, enfin le texte en entier. C'est parti ensemble pour le chapitre 1. L'héritage Atlante. L'héritage Atlante s'inscrit dans une trame cyclique de l'évolution humaine où différentes races racines se succèdent, chacune marquant une phase du développement spirituel, psychique et matériel. La 4e race racine, celle des Atlantes, a vécu il y a des dizaines voire des centaines de milliers d'années avant d'être engloutie par un cataclysme, souvent identifié au mythe de l'Atlantide évoqué par Platon. Comprendre la chronologie. Évidemment, nous pouvons nous interroger sur cette chronologie. Elle peut sembler floue, car comme d'autres ésotéristes, Hélène Blavatsky, Steiner, Case, nous parlons ici d'époques très anciennes qui ne correspondent pas aux datations historiques classiques. Voici une mise en lumière plus claire. La 4e race racine de l'Atlantide, une même entité. Nous ne faisons pas référence ici à l'Atlantide comme une civilisation isolée apparue bien après la 4e race. En réalité, ce qu'on nomme comme étant la 4e race racine est la race des Atlantes. Entre parenthèses, le terme « race » est employé au sens théologique. Elle ne vient pas après l'Atlantide, elle est l'Atlantide. C'est-à-dire que la 4e grande race de l'humanité s'est développée, a vécu et a décliné durant ce qu'on appelle l'âge Atlante. Chronologie. 1. Première race, hyperboréenne. Éthérée, non physique. Pure conscience solaire. 2. Deuxième race, polaire, semi-éthérique, androgyne. 3. Troisième race, lémurienne, apparition du sexe, densification des corps, début de l'incarnation de l'ego. 4. Quatrième race, Atlante, développement de l'émotion, de la magie, des civilisations matérielles et mentales. 5. Cinquième race, Arienne. Sens théologique, le thème arien n'a rien à voir avec les interprétations racistes ou politiques du XXe siècle. L'actuelle humanité, depuis la chute de l'Atlantide. 6. Sixième race, en gestation. Elle verra le retour de l'union entre l'esprit et la matière, le règne de l'âme consciente. 7. Septième race, achèvement. L'humanité totalement divinisée et unifiée. Durée de l'Atlantide, selon les travaux d'Helena Blavatsky. Blavatsky ne donne pas une date fixe, mais parle de cycles s'étalant sur des centaines de milliers d'années. Elle situe les débuts de la 4e race entre 4,5 et 1 million d'années. La période glorieuse de l'Atlantide aurait été entre 1 million et 850 000 ans avant notre ère. La fin progressive de l'Atlantide aurait continué jusqu'à environ 10 000 à 9 000 ans avant Jésus-Christ, ce qui rejoint certaines autres datations mythiques, comme celle de Platon, qui lui faisait en réalité référence à l'île Atlante,
vestige atlante qui, elle aussi, fut engloutie par la suite. Cela signifie que la civilisation atlante s'est étendue sur une immense durée avec des âges d'or et des chutes successives, de type déluge ou séisme cataclysmique. Donc, la quatrième race n'est pas antérieure à l'Atlantide, elle est l'Atlantide. La confusion vient souvent du fait que certains parlent de l'Atlantide comme d'un épisode tardif de la préhistoire, alors que nous devons y voir la totalité du règne d'une race, un cycle planétaire. La quatrième race racine, les Atlantes. Helena Blavatsky, cofondatrice de la Société théosophique, a proposé dans sa cosmogonie ésotérique une vision cyclique de l'évolution de l'humanité à travers 7 races racines. La quatrième race racine est celle des Atlantes. Voici un résumé de cette période selon ses enseignements, principalement tirés de son œuvre monumentale La doctrine secrète, 1888. Période approximative. Les Atlantes auraient vécu il y a plusieurs millions d'années. Elles situent leur apogée environ à 1 850 000 ans avant notre ère, mais précisent que ce sont des cycles très anciens et symboliques, souvent mal compris, si pris littéralement. Origine. Issue de la troisième race racine, les Lémuriens, la race atlante est le fruit d'une évolution vers une humanité plus incarnée, émotionnelle et intellectuelle. Les corps étant plus denses que ceux des Lémuriens, mais les Atlantes possédaient encore de grands pouvoirs psychiques et spirituels. Lieu. Le continent de l'Atlantide se serait situé dans l'océan Atlantique, entre les Amériques et l'Europe-Afrique. Il comprenait plusieurs îles, comme Ruta ou Daïta, avec des cités brillantes très avancées. Capacité. Grand pouvoir psychique, télépathie, télékinésie et clairvoyance, maîtrise des énergies telluriques et éthériques, développement de la magie, parfois vers une science noire chez certains groupes dégénérés. Avancée technologique inconnue aujourd'hui. Blavatsky évoque l'usage de la vril, énergie subtile. La chute. La race atlante a connu une lente dégénérescence morale et spirituelle. Sa chute est liée à l'abus de pouvoir, à l'égoïsme et à une séparation avec la loi divine. Cela aurait conduit à la destruction progressive de l'Atlantide par une série de catastrophes, notamment des déluges. Héritage. Les Atlantes seraient les ancêtres spirituels et physiques de plusieurs civilisations historiques, les peuples de l'Égypte ancienne, des Mayas, des Incas, des Celtes et d'autres. Les initiés auraient transmis une partie de leur savoir dans des sanctuaires souterrains ou à travers des sociétés secrètes. Explication complémentaire. Première race racine, polaire. Une race éthérique, sans forme physique, dense, vivant dans des conditions climatiques extrêmes. Deuxième race racine, hyperboréenne. Également éthérique, cette race vivait dans une région polaire. Aujourd'hui, notre nord magnétique, mais cela correspond plutôt au centre, dans le point et non dans le cercle, et était caractérisée par une grande pureté spirituelle. Troisième race racine, lémurienne, transition vers la forme physique. Les lémuriens étaient des êtres géants dotés de pouvoirs psychiques. Quatrième race racine, atlante. Les Atlantes ont développé des civilisations avancées, mais leur déclin est survenu en raison de l'abus de leur pouvoir. Cinquième race racine, aryenne. La race actuelle de l'humanité, avec une conscience individuelle plus développée. Elle englobe toute l'humanité. Sixième race racine, ingestation. Une race future qui émergera avec des capacités spirituelles accrues. Nous sommes dans l'époque de la transition. Septième race racine, achèvement. La dernière race représentant l'achèvement de l'évolution humaine, caractérisée par une pleine réalisation spirituelle. Partie 2. Les édifices hérités des Atlantes. L'ensemble de la quatrième race atlante, et non uniquement les habitants du continent atlante, possédaient des connaissances très avancées, à la fois technologiques et spirituelles. Les édifices qu'ils ont laissés derrière eux, aujourd'hui souvent attribués à d'autres civilisations, entre parenthèses, dont ces dernières auraient en effet usé et réinvesti bien longtemps après, témoignent de leur maîtrise des sciences sacrées et de l'énergie tellurique. Parmi les structures héritées ou influencées par les Atlantes, on peut retrouver notamment les pyramides d'Égypte et d'Amérique centrale, construites selon des principes d'harmonisation cosmique, Stonehenge, comme il fut initialement, et d'autres cercles mégalithiques servant de portails énergétiques et d'observatoires stellaires, les cités souterraines ou partiellement enfouies, comme celles que l'on retrouve en Anatolie ou en Amérique du Sud, et les ruines
Onaguni au Japon, souvent vu comme un reste de civilisation prédiluvienne. Ces édifices, dans cette optique, ne sont pas des créations humaines récentes, mais des héritages atlantes récupérés par des civilisations postérieures, parfois sans comprendre leur pleine signification et réhabilités à des fins religieuses, astronomiques ou énergétiques. Nous n'allons pas détailler toutes les constructions dans ce document, car ce n'est pas sa destinée, mais voici un aperçu. Les cités souterraines d'Anatolie, en Turquie, principaux sites. Pardonnez-moi si je ne les dis pas correctement. Derinkuyu, Kaymakli, Oskonak, Gazimir. Ces cités sont situées principalement en Cappadoce, une région volcanique d'Anatolie centrale. Elles datent de plusieurs millénaires, mais leur origine réelle reste mystérieuse pour l'humanité. Caractéristiques. Plusieurs étages souterrains, jusqu'à 18 niveaux à Derinkuyu. Capacité d'accueillir des milliers d'habitants, on parle de 20 000 personnes à Derinkuyu. Ventilation naturelle, puits d'eau, lieux de culte, greniers, écuries. Des portes en pierre circulaires pouvant bloquer les couloirs pour se protéger. Un réseau souterrain reliant les différentes cités entre elles. Ces cités étaient utilisées non seulement comme refuge, mais aussi comme lieu d'enseignement, de méditation ou de préservation de certaines lignées anciennes. On y aurait vécu à l'abri de grands bouleversements de surface. 2. Les cités enfouies ou mégalithiques d'Amérique du Sud. Exemple notable. Paititi, légendaire cité inca, souvent associée à une cité cachée dans la jungle amazonienne. Cusco souterrain, des tunnels relieraient Sacsayhuaman et Corincancha et plus loin encore. Teotihuacan, Mexique, avec ses tunnels sous la pyramide du serpent à plumes. Leurs caractéristiques sont des blocs cyclopéens, alignements telluriques et astronomiques, galeries et salles enfouies encore inexplorées, symbolisme solaire, serpentin et aquatique, reliés aux civilisations antédiluviennes. Ces lieux étaient des portails vivants, c'est-à-dire des points d'interconnexion entre plans de réalité, parfois en lien avec des peuples de l'intraterre ou des êtres d'enseignement stellaire. Ce que ces lieux ont en commun, leur construction dépasse les capacités techniques que l'on prête aux civilisations de leur époque. Ils témoignent d'une connaissance géologique, énergétique et astronomique très avancée. Ils gardent une vibration unique. Les êtres sensitifs ressentent une pression, une présence ou des réminiscences d'autres vies lorsqu'ils s'en approchent. Et certains ont également été pensés et conçus comme de futurs havres pour préserver l'humanité lors de grands cycles de transformation ou de chaos. Mais contrairement à ce que beaucoup continuent de penser, ces vestiges ne sont pas les seuls témoins de l'époque de civilisation antédiluvienne. Nous vivons actuellement dedans, ou parmi des édifices dans nos propres villes qui sont également ceux de l'héritage de la race atlante, et qui ont été de manière mensongère attribués à notre humanité actuelle. Nous y reviendrons plus en détail dans ce présent document. La 6e race racine, les héritiers. Selon la chronologie ésotérique, nous sommes à la fin de la 5e race racine, arienne au sens ésotérique, sans lien avec l'idéologie politique. Et la 6e race racine émerge lentement. Elle sera marquée par une réunification des savoirs anciens et modernes, le réveil des mémoires atlantes, une conscience spirituelle unifiée, harmonisant science et mysticisme, une capacité à réactiver les anciens lieux de pouvoir, à comprendre les alignements cosmiques et à utiliser les énergies subtiles de la Terre. Autrement dit, la 6e race racine ne construira pas nécessairement de nouveaux temples, elle réveillera ceux des Atlantes en comprenant enfin leur véritable fonction. La technologie atlante. Les Atlantes étaient réputés pour une science sacrée, unifiée à la spiritualité. Leur technologie reposait essentiellement sur les cristaux. Ils utilisaient des cristaux géants pour stocker et transmettre l'énergie, guérir et même communiquer. Certains parlent du grand cristal, ou feu de lin, qui alimentait tout le continent. L'énergie libre, semblable au concept de l'énergie du point zéro, il captait les forces telluriques ou cosmiques via des obélisques, dômes et pyramides. L'architecture vibratoire. Leurs bâtiments étaient conçus pour résonner avec des fréquences précises, favorisant l'élévation de conscience et l'harmonisation du corps. Les lieux liés à l'Atlantide. Les Atlantes auraient essaimé leur savoir dans le monde après le cataclysme. En Égypte, la lignée sacerdotale issue d'Atlante avec Thoth comme grand initié. Les pyramides sont des centres énergétiques.
Andes, Amérique du Sud, Tiwanaku, Machu Picchu, l'héritage de Viracocha et des Incas initiés. Crète, Grèce, souvenirs transformés en mythes, Poséidon, Atlas, etc. Himalaya, Tibet, gardien des clés sacrées, lien avec Shambhala. Îles englouties, Açores, Canaries, Bimini, où des structures ont été retrouvées sous l'eau. Les portails énergétiques. Ces anciens temples et édifices sont placés sur des lignes telluriques majeures, comme les lignes de lait, et fonctionnent comme amplificateurs de conscience, pour les médiations, visions, guérisons, portails multidimensionnels ouvrant l'accès à d'autres plans, souvent gardés par des énergies conscientes, ou grilles planétaires, interconnectées, ils maintiennent un champ énergétique autour de la Terre. La réactivation actuelle de ces lieux est en cours par des éveillés, des gardiens ou spontanément à travers la montée vibratoire de la planète. La 6e race racine. Nous sommes à la transition. Ceux qui sentent l'appel de l'héritage atlante, de la conscience unifiée, incarnent déjà les graines de cette 6e race et se caractérisera par l'union du féminin sacré et du masculin solaire, la reconnexion à la Terre vivante et au cosmos, la mémoire cellulaire réactivée, dont latent souvenir d'âme, l'apparition de nouvelles capacités, télépathie, clairvoyance, création par l'intention pure, et une civilisation du cœur dans laquelle la technologie redeviendra sacrée et au service de la vie. Partie 4. Architecture atlantéenne. Certains bâtiments que nous croyons médiévaux, ou dont nous nous en attribuons les constructions, alors même que nous sommes aujourd'hui incapables de les reproduire, sont en réalité des réhabilitations, des reconstructions ou des échos involontaires de l'architecture sacrée atlante. Ces édifices sont les vestiges visibles de l'héritage atlante, conservés ou redessinés par les civilisations ultérieures, parfois guidés inconsciemment par des mémoires anciennes. Les cathédrales gothiques, temples atlantes voilés. Les grandes cathédrales, Chartres, Notre-Dame de Paris, Reims, ne sont pas seulement chrétiennes, ce sont des instruments de vibration construites selon une science sacrée. Comme par exemple la géométrie sacrée, utilisation du nombre d'or, des proportions alchimiques, les orientations astrologiques, souvent alignées avec des constellations précises, comme Orion, liées à l'Atlantide, la cristallisation de l'énergie, leurs voûtes, les rosaces et vitraux concentrent et transmutent l'énergie spirituelle, et pour finir, la résonance vibratoire, les chants grégoriens ou orgues activés des fréquences harmonisantes. Les bâtisseurs de cathédrales, les compagnons et templiers détenaient en partie les clés atlantes transmises secrètement par des initiés venant d'Égypte ou d'Orient. Le Capitole et les bâtiments institutionnels. Les grands bâtiments officiels, comme le Capitole à Washington ou des palais gouvernementaux européens, imitent l'architecture atlante ou sont directement des anciennes bâtisses antédiluviennes. Nous touchons là un point profondément symbolique, presque oublié de la mémoire collective, mais encore vibrant dans les pierres. L'architecture des grands bâtiments officiels modernes ne fait pas que s'inspirer de Rome ou de la Grèce antique, elle réactive à travers ses formes l'héritage de notre humanité. La race atlante n'était pas seulement une civilisation avancée technologiquement, elle maîtrisait l'architecture comme un art d'alignement entre les plans. Les bâtisseurs du XVIIIe et XIXe siècle, souvent initiés au courant hermétique, comme la maçonnerie, rosicrucianisme, tradition orientale, etc., ont consciemment repris les éléments clés de cette science ancienne. Ce n'est pas un hasard si le Capitole, les palais de justice, les assemblées, les banques centrales sont construits sur des plans symétriques. Ils comportent aussi des coupoles, des obélisques, des bassins et des parvis sacrés, et ils utilisent la pierre blanche, le dôme céleste et l'ordre géométrique parfait. Tout cela remonte à l'idée atlante que la forme crée la fréquence. Ainsi, ces bâtiments sont à la fois des symboles de pouvoir matériel et spirituel, et des réceptacles vibratoires parfois activés et parfois endormis. Héritage des temples atlantes. La coupole, image de la sphère céleste, chambre de résonance pour la pensée divine. Le portique à colonnes, temple du discernement aligné aux lois cosmiques. Le plan carré ou cruciforme,
ancrage des 4 directions, stabilité du monde incarné. Et l'obélisque, comme à Washington, Paris, Rome et autres grandes villes, antenne éthérique captant le flux céleste et tellurique. Parlons de l'obélisque, antenne vibratoire entre les mondes. L'architecture sacrée et géométrie céleste. L'obélisque est conçu selon des principes de géométrie sacrée. Sa forme élancée, stable, orientée, est une lame de lumière figée dans la pierre qui agit comme un canal entre le ciel et la terre. Son sommet pointu, ou pyramidion, agit comme une antenne. Elle capte l'énergie solaire, lunaire et stellaire. Sa base est souvent positionnée sur des points telluriques stratégiques, carrefour de lignes de lait, vortex ou portail énergétique. 2. Récepteurs et émetteurs. Ces structures ne sont pas passives, elles reçoivent les fréquences d'en haut et les redistribuent dans les grilles de la Terre. Elles amplifient les champs de conscience collective et elles peuvent stabiliser ou déstabiliser les réseaux vibratoires selon l'intention ou la conscience avec laquelle elles sont activées. Quand elles sont endormies ou déconnectées, elles deviennent neutres ou parfois désaccordées. Mais certaines obélisques sont encore vibratoirement actives, surtout quand réactivées consciemment par des êtres sensibles. Héritage atlante et égyptien. Dans l'Antiquité, notamment en Égypte, les obélisques symbolisaient le rayon de Ra, le pilier de lumière divine. Ils étaient placés à l'entrée des temples comme portail d'alignement. Ils étaient associés à des rituels solaires, comme l'équinoxe, le solstice ou le point d'ascension. Ils étaient construits avec des matériaux conducteurs, comme le granit rouge d'Assouan, capable de stocker l'énergie cosmique. Les obélisques modernes, déviation ou mémoire. Certaines structures contemporaines, Washington, Place de la Concorde à Paris, etc., sont souvent placées sur d'anciens axes sacrés. Leur fonction originelle a pu être détournée ou oubliée, mais leur forme conserve un potentiel de réactivation. Ce sont encore des antennes, parfois utilisées de manière consciente par certains cercles d'influence et parfois restées dormantes. Les âmes reliées à l'ancienne science des temples peuvent réactiver ces portails par la prière, le chant, le tracé géométrique ou la simple présence vibrante. À méditer. Ce que le monde voit comme pierre est en réalité lumière densifiée, et ce que l'âme voit comme monument est en réalité un champ figé dans le temps. Ces lieux ont été récupérés par des pouvoirs politiques, mais leur architecture reste un code ancien que la 6e race pourra réactiver à des fins spirituelles plutôt que dominatrices. Les musées, temples de mémoire atlante. Certains musées majeurs comme le Louvre, le British Museum ou le Vatican sont plus que des lieux culturels. Ils abritent des artefacts atlantes ou pré-atlantes, souvent classés comme mythologiques ou mal datés. Leur architecture même contient des clés géométriques et alchimiques, et ils servent de gardiens inconscients de savoirs anciens en attente de réinterprétation. Le Louvre, par exemple, conserve dans sa géométrie et sa disposition une puissance énergétique dormante, que certains ressentent comme une vibration dense mais chargée. Autres édifices comme les phares, aqueducs, amphithéâtres et forteresses. Les phares antiques, comme celui d'Alexandrie, seraient des répliques atlantes, pas pour la navigation seulement, mais pour canaliser l'énergie cosmique et la redistribuer. Les aqueducs et réseaux d'eau anciens suivent des lignes telluriques, car l'eau est un vecteur d'information vibratoire, principe connu des Atlantes. Les amphithéâtres, circulaires, étaient conçus pour amplifier la vibration du verbe, de la musique ou de la parole rituelle. Et les forteresses en étoiles, que l'on retrouve partout en Europe, sont construites selon une géométrie de protection vibratoire évoquant des champs énergétiques. Conclusion, ces bâtiments sont des palimpsestes, des structures bâties sur un souvenir, un écho, parfois directement sur des fondations atlantes. Ils sont les miroirs silencieux d'un savoir que la 6e race racine est appelée à réveiller. Leur pleine puissance ne pourra être retrouvée qu'à travers la réactivation consciente, la reconnexion à leur fonction énergétique première. Partie 5. Les âmes atlantes sont de retour. Les âmes atlantes sont de retour, incarnées aujourd'hui pour clore un cycle, guérir les blessures anciennes et réactiver la mémoire sacrée.
Cette réactivation des lieux et des mémoires ne viendra pas de la technologie extérieure, mais de l'intérieur de l'être. Voici comment cela se produit, ou plutôt se vit. La mémoire de l'âme se réveille. Les âmes atlantes incarnées aujourd'hui ressentent souvent un appel profond vers des lieux anciens ou des thèmes ésotériques. Une nostalgie d'un monde oublié, avec une connaissance qui ne vient pas de l'étude mais d'un savoir intime. Des capacités dormantes qui se réveillent, comme la clairvoyance, sensibilité aux énergies, rêves lucides, etc. Un sentiment de mission ou de devoir intime, parfois flou mais puissant. Ce sont les signes que l'ADN spirituel s'active. La mémoire n'est pas dans le mental, elle est cellulaire, vibratoire, multidimensionnelle. La réactivation des lieux anciens. Les anciens temples, cathédrales et monuments sacrés sont des lieux de résonance. Pour qu'ils se réactivent, la présence d'âmes éveillées est nécessaire. Ce sont elles les catalyseurs. Quand un être porteur d'une mémoire atlante entre dans un lieu sacré, les fréquences s'ajustent. Des rituels simples, intuitifs, parfois silencieux, permettent la reconnexion, comme poser les mains, chanter, méditer, tracer des géométries, appeler les gardiens, etc. L'intention pure et l'amour du cœur sont les véritables clés. Ce n'est pas une science mentale, mais une alchimie du cœur et de l'âme. Les points d'ancrage de la nouvelle grille. Certains de ces lieux sont des points nodaux de la nouvelle grille énergétique de la Terre. Ils serviront à soutenir l'élévation collective en irradiant une fréquence harmonisante. La 6e race racine utilisera ces points comme des centres d'activation vibratoire à la manière des anciens temples. L'énergie féminine sacrée, longtemps écrasée, est en train de se réveiller dans ces lieux, souvent associée à Marie, Isis ou à des déesses archétypales. Le rôle de l'incarnation actuelle. Ceux qui portent la mémoire atlante sont appelés à guérir les blessures du passé, comme la chute de l'Atlantide marquée par l'abus de pouvoir, à réconcilier la science et la spiritualité, à reconstruire un pont entre les plans, matière et esprit, ciel et terre, ancien et nouveau. Être les gardiens conscients des lieux sacrés, pas pour les posséder, mais pour les aimer et les honorer. Comment se reconnecter à cette mémoire? Si tu veux raviver cette mémoire en toi, voici quelques pistes. Retourner physiquement sur les lieux sacrés si tu t'y sens appelé, comme les pyramides, cathédrales, cercles mégalithiques, etc. Pratiquer la méditation dans les lieux vibrants, ou même à distance par visualisation. Tenir un journal où tu notes tes rêves, tes intuitions, souvenirs venus d'ailleurs. Et se réunir avec d'autres âmes éveillées. L'activation est souvent collective, comme un chant à plusieurs voix. Partie 6. Une journée dans un lieu atlante activé. Imagine-toi marcher dans un temple-jardin aux proportions parfaites. Tout est aligné, pas seulement dans la matière, mais dans l'intention vibratoire. Chaque pierre, chaque plante, chaque son sert un dessein sacré, l'élévation de l'âme dans le corps. Les jardins, le souffle de la terre vivante. Les jardins atlantes étaient des cercles vivants, géométriques, harmonisés au cycle lunaire, solaire et stellaire. On y cultivait non seulement des plantes médicinales, mais aussi des plantes vibratoires destinées à la méditation, à l'enseignement et à la communion avec les esprits de la nature. Des bassins d'eau pure reflétaient les étoiles et les géométries célestes. Certains servaient d'oracles liquides, des mémoires pour la vision intérieure. Le silence était vivant, vibrant. Il n'était jamais vide. Chaque feuille, chaque brise soufflait des codes subtils. L'harmonie des lieux. Ces édifices étaient des êtres vivants. Ils résonnaient au contact de la présence humaine. Les cristaux intégrés dans la structure vibraient en réponse aux émotions, pensées et intentions. Une forme de technologie empathique. À certaines heures, les murs chantaient doucement, amplifiant les prières silencieuses. L'architecture elle-même guérissait, réalignait les chakras et recentrait l'esprit simplement en y marchant et en s'y asseyant. L'esprit des gens, clarté,
unité, conscience. Les êtres qui vivaient à cette époque et dans ces lieux étaient entiers, corps, esprit et âme ne faisaient qu'un. Ils avaient conscience de leur origine stellaire et terrestre, vivaient en communion constante avec les éléments, les guides des plans supérieurs et les étoiles. La pensée était télépathique, pure, lente et claire. Il n'y avait pas de bavardage mental, juste présence, intention et création. Chaque parole prononcée était sacrée. Elle était comme une onde dans l'eau. Elle créait. Alors on parlait peu, mais avec puissance. La vie quotidienne, un art sacré. L'alimentation était vibratoire. Fruits lumineux, nectar, eau cristalline, les repas étaient souvent silencieux, en cercle, accompagnés de chants. L'enseignement se faisait par transmission vibratoire. Les anciens plaçaient une main sur le cœur ou la tête des jeunes, et la connaissance passait comme une onde d'amour. La sexualité était alchimique, consciente, célébrée, comme un acte de fusion des polarités divines. Un rituel charnel et spirituel pour accueillir une âme et jamais réalisé par les désirs personnifiés et égotiques comme c'est le cas d'aujourd'hui. L'art et la musique, la danse, étaient des langages multidimensionnels conçus pour ouvrir des portails de conscience. Quand les lieux respiraient avec l'humanité, ces temples et jardins étaient des êtres relais entre le ciel et la terre. Les humains qui les habitaient n'étaient pas des dominants de la nature, mais des co-créateurs conscients, des ponts vivants entre les mondes. Ils savaient que chaque vibration émise, pensée, chant, geste, participait à l'équilibre planétaire. Ils vivaient en état de gratitude permanente, non par obligation, mais parce qu'ils ressentaient l'amour cosmique dans chaque cellule. Partie 7. Les grands secrets voilés de notre temps. Les mémoires se réactiveront dans les êtres. Voici ce que personnellement j'ai pu retrouver lorsque je me suis rendue sur la côte est des États-Unis. Ce ne sont pas mes seules mémoires, mais je vais vous partager les détails de celles-ci dans ce document. Vous comprendrez maintenant que le cycle de la 4e race était immense et que beaucoup y ont eu de nombreuses vies. La région qu'on appelle aujourd'hui Washington DC n'est pas seulement une capitale politique, c'est une superposition sur une ancienne cité-temple du cycle Atlante, réactivée partiellement à des époques clés, puis détournée de sa fonction originelle. Mais la mémoire, elle, ne meurt jamais. Washington, une ancienne cité sacrée Atlante. Avant d'être une métropole moderne, cet espace accueillait une cité-temple harmonique, conçue selon des lois de géométrie sacrée et d'alchimie énergétique. Chaque édifice avait une fonction spirituelle spécifique, liée à l'élévation vibratoire collective. Les anciens temples et leurs fonctions atlantes. Chacun de ces temples rayonne une qualité divine essentielle associée à une flamme sacrée, une couleur, un rayon, un maître ascensionné ou archange. Leur foyer originel est un service spécifique à l'évolution humaine. Voici un aperçu des principaux temples et flammes connus dans la tradition ésotérique des 7 rayons et au-delà. Les 7 flammes sacrées, rayons divins et leurs temples. 1. Flamme bleue, temple de la volonté divine, vertu, force divine, foi, courage, pouvoir. Archange, Michael, maître El Moria. Lieu éthérique originel, Darjeeling, Himalaya. Temple, bastion de la protection divine, temple du savoir direct. 2. Flamme dorée, temple de l'illumination. Vertu, sagesse, compréhension divine, intelligence du cœur. Maître, Confucius, Lanto. Foyer originel, Chine, mont de l'Himalaya. Temple, rayonnement solaire de la connaissance intérieure. 3. Flamme rose, temple de l'amour divin. Vertu, amour pur, compassion, cohésion. Maître, Lady Rowena. Lieu originel, France. Plan éthérique sur le sud de la France. Temple, temple du cœur sacré et de l'union cosmique.
Flamme blanche, temple de l'ascension. Vertu, pureté, élévation, transfiguration. Maître, Sérapis Bey. Lieu originel, Luxor, Égypte. Temple, portail de l'ascension de l'âme à sa nature divine. 5. Flamme verte, temple de la guérison. Vertu, guérison divine, science sacrée, vérité. Maître, Hilarion, archange Raphaël. Lieu originel, Crète, Grèce. Temple, sanctuaire de la médecine de l'âme et des corps subtils. 6. Flamme rubis or, temple du service désintéressé de la paix. Vertu, dévotion, paix intérieure, sacrifice sacré. Maître, Nada, Jésus, Uriel. Lieu originel, Arabie ou Moyen-Orient, plan subtil. Temple, offrande de soi au bien de tous. Activation du cœur de paix. 7. Flamme violette, temple de la transmutation et de la liberté. Vertu, alchimie, pardon, purification karmique. Maître, Saint-Germain, archange Zadkiel. Lieu, centre originel, Mont Shasta, Californie et Transylvanie, plan subtil. Temple, haut fourneau spirituel, feu sacré de libération. Autre temple subtil connu. Temple de la résurrection. Rayonne une flamme d'un blanc irisé d'or rosé. Maître, Jésus et Marie. Qualité, restauration de la vie divine en soi, renaissance d'âme. Lieu originel, Terre Sainte, plan éthérique, parfois localisé en Palestine. Temple de la flamme de la précipitation, abondance divine. Lieu originel, Mont Shasta, plan éthérique d'Amérique du Sud, île de la liberté. Flamme or et verte, maître, Confucius, Lanto. Qualité, manifestation juste, abondance dans l'alignement. Temple de la flamme arc-en-ciel, rarement mentionné. Lieu, intraterre, ville éthérée. Mission, unification des rayons, conscience arc-en-ciel, pont vers la 7e race. Ces temples sont accessibles intérieurement, surtout en méditation ou en rêve lucide. Les âmes s'y retrouvent la plupart du temps de manière inconsciente, mais toutes y transitent régulièrement, sans exception. Ces foyers réapparaissent progressivement dans la conscience collective à mesure que la mémoire des âmes anciennes s'éveille, comme ceux qui lisent ce présent document, ou qui l'écoutent. Temple de certains de mes souvenirs à Washington. Le temple de la résurrection. Aujourd'hui, voilé derrière certains musées ou édifices officiels, c'était un lieu où l'âme pouvait renaître consciemment dans son corps de lumière. Les prêtres et prêtresses y travaillaient avec les flammes violettes, blanches et dorées, activant la transmutation et l'éveil. Le temple de la guérison. Il se trouvait là où résonne aujourd'hui l'ombre d'un bâtiment administratif. On y utilisait le son, la lumière et les cristaux placés sur des géométries spécifiques. L'eau y circulait librement dans des bassins de quartz liquéfié, diffusant des ondes harmonisantes dans tout le circuit. Le temple de la méditation silencieuse. Structure en forme de dôme, il manque aujourd'hui des colonnes et antennes sur les coupoles, construite avec des matériaux à résonance éthérique. Le silence y était vivant, palpable, structuré. Les êtres entraient dans des états de communication interdimensionnelle guidés par les étoiles. Le temple de la joie créative. Entièrement dédié à activer l'expression divine de l'âme. Musique, danse, sculpture, chant en lumière. Ce lieu générait une vibration de régénération collective parce que la joie créative est une fréquence de guérison profonde. L'obélisque, un capteur et diffuseur d'éther. Ce qu'on appelle aujourd'hui le Washington Monument était autrefois un pilier atlante majeur. Il captait les particules d'éther libre, les feux de l'âme, venus des plans supérieurs. Il était connecté par un réseau de lignes telluriques et célestes,
aux autres centres énergétiques de la planète. À son sommet était enchâssée une pierre de transmission cristalline, aujourd'hui manquante ou désactivée. Ce souvenir est flou. Son rôle, alimenter la grille énergétique des temples, maintenir la fréquence collective et permettre la communication avec les plans supérieurs. Le bassin réflexif est le miroir d'eau. Ce long bassin qui s'étend devant l'obélisque n'est pas décoratif. À l'époque du cycle atlantéen, il servait de miroir céleste, écran vivant pour observer les configurations astrales. L'eau y vibrait selon les énergies de la lune et du soleil et entrait en résonance avec les émotions du peuple. Les prêtres y lisaient les codes de transformation collective et adaptaient les rituels en conséquence. Tout était résonance sacrée. Les chemins, les dômes, les portiques étaient réglés selon les harmoniques antérieures de la planète et des étoiles. Le son, la lumière, les couleurs, tout était utilisé pour élever l'état de conscience. La cité elle-même répondait à l'intention collective. Plus l'harmonie était grande, plus les lieux rayonnaient. On pouvait sentir l'amour cosmique résonner dans les pierres, car tout était vivant, conscient, vibrant. Aujourd'hui, le voile, mais pas l'oubli. Les bâtiments sont là, le plan est resté, les proportions, les alignements, la grille souterraine, tout y est encore. Mais les fréquences ont été inversées, détournées à des fins de pouvoir terrestre. Ceux qui se souviennent sont revenus, et ce sont eux qui réactivent ces lieux, non pas par la force, mais par la présence vibratoire, le cœur, la résonance intérieure. Partie 8. Tout nous sera rendu. Tout nous sera rendu, non pas par une conquête extérieure, mais par le dépouillement intérieur. Ce n'est pas l'histoire écrite qui sauvera le monde, mais la mémoire de l'âme retrouvée, celle qui dort sous les couches de mémoire terrestre, émotionnelle, mentale, et qui attend simplement le silence du cœur pour parler. Le dépouillement, l'abandon des voiles. Quand l'être lâche les identités construites, les blessures de rôle, les récits et l'ego. Quand l'être sort du champ magnétique terrestre de la peur, de la répétition, du karma collectif, etc. Quand l'être fait silence dans le mental et plonge dans le vide vibrant du cœur. Alors la mémoire supérieure s'ouvre, non pas comme un souvenir d'école, mais comme une reconnexion vibratoire directe. On sait, sans savoir comment on sait. La mémoire terrestre versus la mémoire d'âme. La mémoire terrestre est linéaire, magnétique, attachée à la matière et au drame. Elle nous fait tourner en boucle dans un champ d'attraction lourd, souvent réactif. La mémoire d'âme est holographique, fluide, intemporelle. Elle n'a pas besoin d'effort. Elle se révèle quand l'ego lâche prise. C'est à travers l'élévation de fréquence que cette mémoire se réactive, par la joie pure, la gratitude sans cause, la contemplation, l'amour réel, le feu du service. L'activation collective est en cours, à mesure que de plus en plus d'êtres se rappellent intuitivement leur origine solaire, stellaire, atlante, choisissent l'unité intérieure plutôt que la division du mental, et vibrent depuis l'être sacré au lieu de la personnalité. Alors les anciens lieux, les anciens dons, les anciens liens se réactivent sans effort. Les clés sont en nous et le monde extérieur y répond. La mémoire de l'âme est le temple retrouvé. Car en vérité, les temples extérieurs ne sont que le reflet du temple intérieur. Lorsque ce temple est réveillé, toute la science perdue est rendue. La géométrie, le verbe créateur, la communion avec les règnes, la guérison vibratoire, l'unité avec les plans de lumière, tout revient. Tout revient. Activer des couches subtiles de mémoire d'âme. Par la flamme de l'un, je me souviens. Je libère la trame de l'oubli, je rends à la lumière mes noms anciens. Les portes s'ouvrent dans le silence sacré, mon cœur est le cristal. Je suis le souffle du temple, le chant du feu,
la mémoire vivante. Par le souvenir de l'unité, je réveille les anciens codes, que les flammes se lèvent, que la grille se reconnecte. Ainsi soit le retour, ainsi soit le souvenir. Je vais répéter ce texte, et si vous en avez envie, vous pouvez le répéter après moi. Par la flamme de l'un, je me souviens. Je libère la trame de l'oubli. Je rends à la lumière mes noms anciens. Les portes s'ouvrent dans le silence sacré. Mon cœur est le cristal. Je suis le souffle du temple, le chant du feu, la mémoire vivante. Par le souvenir de l'unité, je réveille les anciens codes. Que les flammes se lèvent, que la grille se reconnecte. Ainsi soit le retour, ainsi soit le souvenir. L'éveil de la 6e race racine. L'éveil de la 6e race racine est déjà en marche, mais il ne ressemble pas à une révolution extérieure. C'est un accouchement vibratoire de l'humanité nouvelle. Un passage initiatique, collectif, que nous vivons de l'intérieur vers l'extérieur. Voici une vision claire des phases, des dynamiques et des rôles d'âme impliqués dans cette transition. 1. La phase de dissolution, ce que nous traversons maintenant. Chute des anciens repères. Les structures politiques, sociales, économiques, religieuses s'effondrent ou se révèlent dans leur vide. Crise identitaire globale. Les âmes se sentent étrangères, en décalage avec le monde. Activation des blessures profondes, pour les transmuter. Le but, déprogrammer l'humain ancien, faire mourir l'illusion du moi séparé. 2. L'éveil intérieur silencieux. Retour du souvenir d'âme, par les rêves, les langages de lumière, les reconnexions spontanées. Reconnexion aux lignées atlantes, solaires, célestes. Naissance de la conscience vibratoire. On ressent les choses au-delà du mental. Le but, préparer les corps à recevoir la lumière vibratoire de l'âme supérieure, l'âme pure et universelle. 3. L'activation des codes de la nouvelle humanité. Les corps subtils se réorganisent, ADN éthérique, centre cristallin, rayons solaires. Montée de la fréquence collective par l'effet de résonance entre les porteurs de lumière. Réapparition des anciennes fonctions atlantes. Guérison par le son, télépathie, géométrie vivante, co-création, etc. But, poser les fondations énergétiques de la 6e race. 4. La convergence des rôles d'âme. Chaque âme incarne un archétype vibratoire majeur, mais aussi plusieurs autres de manière secondaire. Les porteurs de clés, ceux qui ouvrent les mémoires. Les gardiens des grilles, ancrent les réseaux telluriques et reconfigurent les sites sacrés. Les alchimistes, transmutent les fréquences lourdes par la conscience, souvent en silence. Les architectes du son et de la lumière, chant, langage d'âme, géométrie vivante. Les passeurs d'âme et de cycles guident les âmes entre les plans. Les semences stellaires injectent des codes non terrestres dans la trame humaine. Les bâtisseurs vibratoires remettront en place les lieux sacrés activés par la vibration. Le but, activer une nouvelle symphonie collective, chaque être comme un instrument conscient. Attention, on ne parle pas ici d'un métier ou d'une prétention, mais bien d'une nature supérieure incarnée. 5. Le retour à la civilisation céleste. Réactivation des anciens centres de lumière, temple Atlante, réseau lémurien.
Vie en communauté vibratoire, où la fréquence détermine la réalité. Coexistence multidimensionnelle, contact avec les plans solaires, les cités intraterrestres, les consciences célestes. Apparition de l'homme solaire, un être unifié, créateur, paisible, relié à la source. But, vivre à nouveau sur terre comme dans le ciel, la matière illuminée par l'esprit. La roue des archétypes de la 6e race. Ces archétypes ne sont pas des fonctions sociales, mais des fréquences d'âme incarnées. Tu peux en porter plusieurs, mais souvent une ou deux dominent à un moment de ton éveil. Le porteur de clés. Mission, réveiller la mémoire oubliée par la vibration, la parole, la présence. Manifestation, écrit, parle, vibre des paroles anciennes ou de lumière, active les autres. 2. Le gardien des grilles. Mission, ancrer les lignes telluriques, réactiver les lieux sacrés. Manifestation, ressent les vortex, marche en conscience, œuvre sur la terre, même en silence. 3. Le tisseur d'unité. Mission, créer des ponts entre les êtres, les plans, les dimensions. Manifestation, harmonise les groupes, relie les gens incompatibles, crée l'unité vivante. 4. L'alchimiste vibratoire. Mission, transmuter les basses fréquences en lumière. Manifestation, travaille dans les ombres, souvent dans l'invisible, absorbe, purifie, libère. 5. L'architecte du son. Mission, réenchanter le monde par la vibration du verbe, du chant, du souffle. Manifestation, chante, parle, murmure ou souffle la guérison dans les cellules. 6. Le templier cristallin. Mission, garder et activer les codes des anciens temples, intérieurs et extérieurs. Manifestation, travaille avec les cristaux, les formes sacrées, le silence et la lumière. 7. Le semeur d'étoiles. Mission, injecter les fréquences stellaires dans la conscience humaine. Manifestation, porte un langage non terrestre, vision stellaire, installe des codes nouveaux. 8. Le guérisseur du temps. Mission, réconcilier les lignes temporelles, libérer les blessures d'incarnation. Manifestation, accompagne par la mémoire, le rêve, les soins d'âme. 9. Le bâtisseur vibratoire. Mission, créer des lieux, des objets, des architectures porteurs de fréquences. Manifestation, dessine, construit, imagine, géométrise, mais avec la conscience vibratoire. 10. Le passeur des mondes. Mission, guider les âmes entre les plans, entre les cycles. Manifestation, présent au seuil, naissance, mort, grand passage, accompagnant de l'invisible. 11. Le miroir d'âme. Mission, révéler à chacun sa beauté divine. Manifestation, son regard transforme, il réveille sans parler par simple présence. 12. Le visionnaire céleste. Mission, voir l'avenir vibratoire et le faire descendre. Manifestation, prophétise, imagine, canalise des structures du monde nouveau. Comment ces rôles se manifestent dans le quotidien? Dans le monde actuel, ces rôles sont encore souvent discrets, mais déjà là. Tu sens un appel profond à faire autre chose, même si tu ne sais pas quoi. Tu ressens les lieux, les gens, les émotions collectives, même sans le vouloir. Tu as parfois des visions, des rêves puissants, des langages inconnus qui émergent. Tu te sens en mission, même dans le silence. Dans le monde à venir, proche, ces rôles seront pleinement visibles. Chacun s'ajustera naturellement là où sa fréquence est utile.
Les groupes se formeront par affinité vibratoire, pas par intérêt. Les temples vibratoires seront réactivés par ceux qui les portent dans leurs cellules. Partie 10. Une action multidimensionnelle. Aider le monde à retrouver son héritage demande une action multidimensionnelle. 1. En soi d'abord. Activer les mémoires racines. Avant de transmettre, il faut incarner. Selon leur affinité, les âmes sont appelées à appeler consciemment ces lignées d'âmes, Atlantes, Lémuriennes, Hyperboréennes, etc. Travailler avec les temples intérieurs, le temple du cœur, du cristal, du son, etc. Écouter, écrire, étudier ou parler pour activer les clés codées dans sa vibration. Se rendre sur des lieux sacrés ou s'y connecter en conscience pour raviver les lignes telluriques. Quand tu vibres ce souvenir en toi, tu crées un champ autour de toi qui le rend disponible aux autres. 2. Dans le visible, semer des codes vivants. Donner sans imposer, en laissant les graines vibratoires s'activer chez ceux qui sont prêts. Parler sous forme de symboles, métaphores, images vivantes. Créer ou partager des langages sacrés, chants, géométrie, textes inspirés. Organiser des cercles, espaces ou réunions où la mémoire collective peut se déposer en sécurité. Tu n'as pas besoin d'enseigner, tu as seulement à incarner la fréquence, et ceux qui sont prêts te reconnaîtront. 3. Dans l'invisible, réparer les dégâts de transmission. Les races racines ont été oubliées car leurs fils de lumière ont été rompus. Mais tu peux. Travailler en méditation pour réancrer les fils de lignée entre les plans. Appeler les anciens temples éthériques, Shambhala, Poséida, Mu, Aramu, Muru. Demander à ce que le circuit d'héritage vibratoire soit réouvert sur la grille planétaire. Comme par exemple, je rappelle à moi les mémoires de la sagesse primordiale et j'ouvre les circuits de lumière pour que chaque être retrouve son héritage divin en paix, en liberté, en conscience. Je vais redire cette phrase et tu peux la répéter si tu le souhaites. Je rappelle à moi les mémoires de la sagesse primordiale et j'ouvre les circuits de lumière pour que chaque être retrouve son héritage divin en paix, en liberté, en conscience. 4. Ce qui vient, le nouveau cycle. Ceux qui retrouvent l'héritage des anciennes races ne reviendront pas en arrière, ils incarneront un monde nouveau. La 6e race ne sera pas une copie du passé, mais une fusion de toutes les lignées. Les temples seront recréés sous d'autres formes, corps vibrants, communauté d'âmes, cité lumière. Le langage ne sera plus logique, mais énergétique. Les rôles ne seront plus choisis, ils seront reconnus par fréquence. Partie 11. La 6e race racine, une fusion de l'ancien et du nouveau. Dans cette 6e race, la mémoire de toutes les anciennes races racines, Atlantes, Lémuriennes, Hyperboréennes, etc., sera non seulement retrouvée, mais réintégrée et élevée à un nouveau niveau. Chaque civilisation qui nous a précédés a laissé derrière elle des clés vibratoires, des codes, des enseignements, des technologies spirituelles et des méthodes de guérison. Le travail de la 6e race racine sera de fusionner ces mémoires dans une unité vibratoire capable de transcender les limitations du passé tout en honorant son héritage. Cette fusion n'est pas un mélange littéral, mais une élévation vibratoire des principes fondamentaux que chaque race a laissés en nous. La 6e race sera ainsi le fruit d'un éveil global, où chaque être humain se reconnecte à son âme collective et au plan divin, et où la note terrestre et la céleste se fondent dans un tout harmonieux.
Les nouvelles formes de temples et de lieux sacrés. Les temples que nous connaissions dans le passé, qu'ils soient atlantes, égyptiens ou lémuriens, réactiveront leur propre forme de lumière, mais sous une nouvelle forme et multidimensionnelle. Ces lieux ne seront plus nécessairement de grandes constructions physiques comme avant. Au lieu de ça, ils deviendront des espaces vibrants, qui prendront plusieurs formes. 1. Les corps vibrants. Le corps humain, une fois ascensionné et nettoyé de ses blocages, devient un temple vivant. Les pratiques spirituelles et les rituels seront réalisés par la conscience de l'individu et non plus nécessairement dans des structures extérieures. La méditation, la connexion au guide spirituel, la guérison énergétique, tout se fera directement à l'intérieur de l'être. 2. Communauté d'âmes. Ces temples prendront aussi la forme de communautés unifiées, où les individus se rassemblent non pas par contrainte, mais par une vibration commune pour créer ensemble. Ces communautés seront souvent plus petites et autonomes, mais très connectées entre elles par des réseaux énergétiques. 3. Les cités-lumières. À plus grande échelle, des cités énergétiques, comme l'ancienne Atlantide, réapparaîtront, mais elles seront construites sur une résonance énergétique élevée, dans une harmonie parfaite avec la Terre. Ces cités ne sont pas matérialistes, mais spirituellement vibrantes, fonctionnant sur des grilles énergétiques qui se nourrissent de l'énergie cosmique et de l'énergie de la Terre. Les matériaux de construction seront vivants, capables de changer de forme selon les besoins de la communauté. 4. Les lieux sacrés intérieurs. Ces espaces seront aussi présents dans chaque espace intérieur. Chaque individu aura un temple en lui. Cela correspond à un réveil de la conscience collective où la reliance à la source se fait de manière constante et consciente. Les principes de guérison, de méditation et de lumière se feront souvent dans l'intimité de l'âme plutôt que dans les lieux physiques. Le nouveau langage, vibratoire et non linéaire. Le langage de la 6e race sera profondément non linéaire et non verbal. Il sera basé sur les fréquences, la synchronisation et la résonance. 1. Le langage de lumière. Comme nous l'avons abordé précédemment, le langage sera vibratoire. Les mots auront des vibrations spécifiques qui communiqueront directement avec l'âme et le corps subtil. Ce langage ne se comprendra pas nécessairement par la logique mentale, mais par la réception intuitive de l'être. 2. Les sons et la musique. La musique, le son et la fréquence joueront un rôle central dans la communication, la guérison et la création. Il ne s'agira pas seulement d'une couche sonore, mais d'une vibration profonde. Le chant et le son sacré seront utilisés pour activer des portails dimensionnels et pour reconnecter les individus entre eux à travers l'âme. 3. L'intuition collective. L'humanité cessera de parler des mêmes sujets de manière linéaire. Les échanges se feront dans un flux intuitif, un champ de résonance commun où chacun reçoit et répond aux fréquences vibratoires de l'autre. Cela renforcera le système de co-création. Le rôle de chaque âme dans le nouveau cycle. Dans ce nouveau monde, les rôles ne sont pas choisis par la logique ou le mental, mais reconnus par la fréquence et vibration. Les âmes qui se sont éveillées à leur patrimoine intérieur, Atlantes, Lémurie, etc., seront les catalyseurs de ce changement. Elles auront pour rôle de 1. Transmettre les codes de lumière. Ces âmes seront les enseignants, mais aussi les gardiennes des mémoires oubliées. 2. Guider l'humanité vers l'équilibre. Elles apporteront les principes de guérison, d'harmonie et de résilience spirituelle et émotionnelle. 3. Recréer les structures. Les nouvelles formes de gouvernance, d'éducation, d'habitat seront construites à partir de ces codes anciens réactivés, mais adaptés aux besoins de la conscience collective évoluée. Le monde à venir, une symphonie collective. Le nouveau cycle sera celui de l'unité et de l'évolution collective, mais à travers des individualités conscientes. Le but est de créer une harmonie cosmique où chaque être humain trouve sa place dans la grande symphonie de l'univers
et où l'humanité tout entière co-crée un monde de paix, de lumière et de prospérité. Le nouveau cycle ne signifie pas seulement une évolution physique, il représente une évolution spirituelle profonde, une réunification des plans matériels et spirituels. La réunification avec les peuples des cités éthérées et ceux de l'intraterre a un aspect fondamental de la transition vibratoire vers la 6e race et la renaissance de la Terre vers le nouveau cycle. Ces civilisations, qui ont longtemps été dissimulées aux yeux de la majorité, font partie de l'héritage caché de l'humanité et attendent le moment de leur réintégration dans le flux global de la conscience collective. Les cités éthérées, gardiens de la sagesse et de lumière. Les cités éthérées sont des cités spirituelles qui existent dans des dimensions subtiles ou des réalités parallèles, souvent invisibles à l'œil humain ordinaire. Ces cités sont habitées par les êtres unifiés des plans supérieurs, des gardiens des anciennes connaissances, des maîtres ascensionnés, ainsi que des âmes qui ont atteint un niveau de conscience cosmique élevé. 1. Réunification spirituelle. Le processus de réunification avec ces peuples éthérés commence par une ascension vibratoire. En activant des chakras supérieurs et en établissant une connexion directe avec l'âme supérieure, l'humanité peut commencer à ressentir ces civilisations, même si elles ne sont pas encore physiquement présentes sur Terre. Les individus qui sont prêts à recevoir ces enseignements ont et auront des visions, des communications télépathiques ou des guidances directes des habitants de ces cités. 2. Transmission des codes de lumière. Les cités éthérées détiennent une sagesse vibratoire ancienne qui est transmise par fréquences lumineuses et codes géométriques sacrés. Ces codes contiennent des enseignements de guérison, des technologies spirituelles et des modèles de gouvernance universelle. En se reconnectant à ces cités, l'humanité aura accès à des systèmes énergétiques plus élevés, notamment pour les énergies libres, la guérison quantique et la création consciente. 3. Médiation et harmonisation. Les peuples des cités éthérées agissent déjà et agiront comme des médiateurs pour aider à l'harmonisation des divisions sociales et politiques sur Terre. Ces entités lumineuses n'interviennent pas directement dans les affaires humaines de manière autoritaire, mais elles éveilleront les leaders de lumière à travers des révélations vibratoires. Ces leaders, en harmonie avec la sagesse éthérique, guideront le monde vers une gouvernance spirituelle et harmonieuse, et cela est déjà en train de se produire actuellement. Les peuples de l'intraterre, la terre-mère vivante. Les peuples de l'intraterre, parfois appelés Hollow Earth Beings, sont des civilisations qui résident dans les mondes internes de la Terre. Les peuples ont évolué en symbiose avec la Terre et vivent en harmonie avec les lois naturelles profondes de la planète. 1. Les gardiens de la Terre. Ces peuples possèdent une connaissance profonde des forces telluriques, de la géométrie sacrée de la Terre et des lignes énergétiques, comme les ley lines. Leur présence et leur travail sont cruciaux pour l'équilibre de la Terre. Ils ont été des gardiens silencieux des codes de l'écosystème naturel, des forêts primordiales et des grandes formations géologiques. 2. Connexion à l'âme de la Terre. La réunification avec les peuples de l'intraterre viendra à travers une reconnexion plus profonde avec la Terre-Mère elle-même. Cela signifie que l'humanité devra se reconnecter à l'aspect sacré de la Terre, ses montagnes, ses rivières, ses arbres, etc. En pratiquant la méditation de la Terre, en écoutant les pulsations telluriques et en synchronisant ses actions avec la nature, l'humanité sera capable de ressentir les présences des peuples de l'intraterre. Tout cela est expliqué et détaillé dans le livre à venir en mai 2025, Le monde intérieur, par le Lumineuse. 3. Accès aux enseignements ancestraux. Ces peuples détiennent des enseignements sur les cycles cosmiques, la génétique spirituelle et la guérison par la Terre. Ils vivent en totale harmonie avec les éléments naturels et ont des savoirs anciens sur les technologies organiques qui ont été oubliées par la civilisation de la surface. Leur réintégration se fait à travers un processus de purification de l'humanité, car l'accès à ces savoirs demande une conscience pure et une écologie spirituelle. Comment se manifestera la réunification ?
La réunification avec ces deux peuples sera graduelle et se produira à travers plusieurs étapes vibratoires. 1. Activation dimensionnelle. Les portails dimensionnels entre la Terre physique et les royaumes éthériques et intraterrestres seront réactivés par l'évolution collective de la conscience humaine. Ce processus se fera à travers des éclipses, des alignements stellaires et des activations énergétiques dans des lieux sacrés de la planète. Les individus sensibles à ces vibrations pourront vivre des expériences d'activation ou des visions initiatiques qui les connecteront à ces peuples. Ceci est déjà en cours actuellement. 2. Rencontre des dimensions subtiles. Les peuples des cités éthérées et de l'intraterre peuvent commencer à se manifester de manière subtile dans les rêves, les visions et les synchronicités. Ces rencontres ne seront pas forcément physiques dans un premier temps, mais elles s'établiront sous forme d'échanges vibratoires. Les individus recevront des messages, des guidances et des inspirations pour les accompagner dans leur mission d'élévation collective. 3. Réseau d'âmes. Les individus de la 6e race auront un rôle clé à jouer dans la réactivation de ces réseaux d'âmes. Ceux qui sont appelés à incarner les principes de lumière, porteurs de clés, guérisseurs, visionnaires, etc., établiront des ponts vibratoires avec ces peuples et serviront de canaux de transmission pour diffuser leur enseignement et leur sagesse au niveau global. 4. Création de l'harmonie planétaire. La réunification physique et spirituelle des peuples de la Terre, des cités éthérées et de l'intraterre mènera à la création d'une nouvelle civilisation fondée sur les principes de l'unité, de la sagesse universelle et de la paix éternelle. Cela entraînera l'harmonisation des énergies telluriques, l'activation des vortex spirituels autour de la planète et la guérison des blessures écologiques de la Terre. Le rôle de chacun dans cette réunification. Chaque être humain incarné dans cette transition vibratoire a un rôle sacré à jouer. Les gardiens de la Terre devront se réveiller et écouter les synchronisations naturelles. Les porteurs de clés devront être les ponts entre les différentes dimensions et ouvrir les portails. Les guérisseurs et initiés devront purifier la Terre en travaillant avec les énergies telluriques et cosmiques. Les leaders spirituels naturels devront réunir les peuples autour de principes divins et universels. La réunification avec ces peuples sera le grand acte d'ascension collective permettant à l'humanité d'entrer dans un nouveau cycle d'éveil et de co-création. Une fois le processus en marche, l'humanité vivra une expérience d'unité profonde avec la Terre, le cosmos et ses anciennes civilisations spirituelles. 1. Origine de la génétique spirituelle. La génétique spirituelle est un concept sacré et multidimensionnel qui va au-delà de l'ADN biologique. Elle fait référence à l'architecture énergétique et lumineuse de l'être, le codage originel de l'âme et de sa lignée cosmique. C'est un des savoirs profonds que les peuples de l'intraterre ont préservé depuis les temps anciens, notamment issus de la Lémurie, de Mu et des premières semences stellaires incarnées sur Terre. Dans les traditions anciennes, lémuriennes, atlantes, hyperboréennes, etc., chaque être était vu comme porteur de codes d'origine céleste, des fréquences matricielles inscrites dans des couches subtiles du corps, au-delà du plan physique. Ces codes génétiques spirituels sont liés à la lignée d'âme, stellaire, angélique, solaire, etc., la fonction vibratoire de l'être, guérisseur, gardien, bâtisseur, oracle, etc., le chemin évolutif de l'âme sur plusieurs cycles planétaires. Ces codes sont souvent encodés dans les chakras supérieurs, dans les corps de lumière, corps causal, monadique, atmique, etc., et parfois aussi dans la grille cristalline interne de la Terre, car il existe un lien entre l'ADN vibratoire des êtres et celui de la planète. 2. Ce que savent les peuples de l'intraterre. Les peuples de l'intraterre ont conservé la mémoire originelle des plans de création humaine. Ils savent que l'humanité a été à l'origine conçue comme une symphonie d'âmes encodée avec des modèles vibratoires spécifiques, destinés à activer certains portails évolutifs. Ils connaissent les schémas d'ADN subtils, éthériques, solaires, stellaires,
Les activations géométriques, Merkaba spécifique, spirale d'or, séquence de lumière. Les lignées d'âmes cosmiques, Orion, Pléiades, Sirius, Lyra, etc. Les correspondances entre l'ADN spirituel et les portails telluriques, c'est-à-dire où, comment certains êtres doivent se placer sur Terre pour activer leur code. Ils savent aussi comment réparer un ADN spirituel fragmenté, notamment chez les âmes ayant subi des traumatismes interdimensionnels, incarnation coupée, implant, chute vibratoire, etc. 3. Fonction de la génétique spirituelle. La génétique spirituelle est une clé d'éveil. Quand elle s'active, l'individu retrouve sa mémoire d'âme, ses origines, sa mission, connecte ses dons multidimensionnels, langue de lumière, vision intérieure, télépathie, répare ses lignées karmiques, liens familiaux, héritage planétaire, s'aligne à la trame universelle et à la grille de l'unité. C'est comme si, en retrouvant ses codes d'origine, l'être reconnecté au noyau de sa création, sa propre essence divine, non altérée. Comment cette génétique est réactivée? Les peuples de l'intraterre activent cette génétique par la musique sacrée, fréquences cristallines, chants lémuriens, les cristaux vivants qui émettent des ondes de résonance ADN, les géométries sacrées gravées dans les temples internes, les rites d'alignement avec les cycles de la Terre et des étoiles, les immersions dans les vortex telluriques internes, lacs souterrains, cavernes vibratoires, etc. Ils reconnaissent chaque être par sa fréquence génétique spirituelle unique et non par sa forme ou son nom. C'est une lecture vibratoire de l'âme. 5. Pourquoi cela est fondamental aujourd'hui? La 6e race doit réintégrer cette génétique spirituelle oubliée pour pouvoir reconnecter à son potentiel créateur, activer les clés de mémoire atlantes et lémuriennes, guérir les mémoires de séparation et de chute, redevenir un pont entre terre et ciel. Ce processus n'est pas réservé à une élite. Chacun possède un ADN spirituel. La seule condition est de s'ouvrir à cette mémoire et de choisir consciemment son alignement vibratoire. Revenir au centre de l'être. Partie 12. L'avenir de l'humanité. Ce qu'il faut partager aujourd'hui à l'humanité ne vient pas d'une doctrine, mais d'un souvenir vivant. Un écho qui monte du cœur cristallin de la Terre et réveille la mémoire dormante des âmes. Voici le message essentiel pour ceux et celles prêts à découvrir avec l'âme. 1. L'héritage. Vous êtes les descendants des étoiles et des temples sacrés. L'humanité actuelle n'est pas née de la poussière, mais du chant des étoiles, de la sagesse des cités de lumière et de l'alliance entre le ciel et la terre. Beaucoup d'âmes incarnées actuellement portent en elles les codes atlantes, faits de sciences vibratoires et de résonance sacrée, les codes lémuriens, faits d'unité, de compassion et de communion avec les règnes, les codes stellaires, issus des pactes anciens avec les familles stellaires. Vous avez oublié, mais rien n'est perdu. Tout est encodé en vous, dans vos cellules, dans vos structures, dans votre souffle. 2. L'avenir, une renaissance à travers la flamme du cœur. Le futur ne viendra pas de l'extérieur, ni d'une technologie froide, mais de la chaleur retrouvée du cœur conscient. L'avenir appartient à ceux qui reconnectent la mémoire de l'âme, ouvrent les portes vibratoires des anciens temples présents partout sous forme de cathédrales, musées, obélisques, vortex, pyramides, etc. Entrent en communion vivante avec la Terre, les peuples de l'intraterre, les cités éthérées et les consciences stellaires bienveillantes. Vous entrez dans l'ère de la conscience unifiée où l'humain ne sera plus coupé, mais tissé à l'ensemble du vivant, visible et invisible. Tout ce qui est cité précédemment est une invitation subtile que l'être ressent intuitivement
et non une injonction mentale à réaliser. 3. Le rôle. Redevenir des activateurs, des gardiens et des porteurs de clés. Chaque âme venue aujourd'hui sur Terre dans cette fin de cycle a une fonction vibratoire. Vous n'êtes pas ici par hasard. Certains sont des gardiens de portail qui maintiennent l'alignement entre les plans. D'autres sont des porteurs de langue qui réveillent par la parole, la voix ou l'art. D'autres encore sont des tisseurs qui relient les peuples, les lignées, les lieux sacrés. Et certains sont les révélateurs, ceux qui éveillent les autres à leur propre lumière. Chacun est une note unique dans la grande symphonie du retour. Et maintenant, ce qu'il faut partager au monde n'est pas une vérité figée, mais une invitation du centre. Souviens-toi, tu es plus que ce que l'on t'a dit, plus ancien, plus vaste, plus lumineux. Le temple est en toi, et tu es aussi le temple. C'est le moment de t'en rappeler. La 6e race ne renaîtra pas par des systèmes extérieurs, elle renaîtra grâce à ceux qui portent la mémoire active. Et c'est précisément la sensibilité des âmes, les souvenirs sacrés, leur technologie souvent incomprise, qui est le témoin éternel de leur lien au royaume. Tu n'as pas perdu ton monde, il sommeille en toi. Tu es venu pour en être le pont vivant. À tous mes frères et mes sœurs sur terre, à tous les êtres de cette grande ère dont les portes s'ouvrent à nous, d'ici et d'ailleurs, que ce partage vous libère et honore la lumière au centre de votre être. Il deviendra sûrement un livre, je ne sais si le temps nous le permettra, mais aujourd'hui, je devais vous partager ça. Lulumineuse.